à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. On commence un petit peu en retard pour une raison que je vais vous expliquer dans un instant. Je suis très heureux qu'on se retrouve dans ce cycle de conférences organisé par le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. Cycle de conférences intitulé « Autour du droit d'auteur ». Alors aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler de droit d'auteur. Enfin, on pourrait, hein, mais ce n'est pas le sujet principal. Depuis plus de 2 ans maintenant, ces conférences, c'est autour du droit d'auteur et on alterne une fois sur deux un vrai sujet droit d'auteur et un sujet plutôt numérique. J'ai coutume de dire, et c'est un fait, que les spécialistes en propriété intellectuelle sont les premiers à s'être intéressés au numérique, parce que la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'immatériel, que le numérique, c'est dématérialisé, qu'on a nécessairement des problématiques qui sont très proches. Donc c'est également logique que quand on s'intéresse au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle, on soit également intéressé aux questions d'intelligence artificielle. C'est évidemment le cas au CEPI, ça l'est de plus en plus. Alors nous, on est dans notre domaine sur la propriété intellectuelle en rapport avec l'intelligence artificielle. Mais alors, c'est pas le sujet exactement du jour. On va voir quel il est dans un instant. Je suis également très heureux de cette collaboration, hein, si je puis dire, parce que le CEPI, c'est un centre d'études international qui fait des formations dans l'Europe entière, qui s'intéresse au droit international et à la propriété intellectuelle, et qui se situe à Strasbourg, qui est à l'université de Strasbourg. Et donc je suis très heureux de pouvoir avoir des échanges et des collaborations avec le Conseil de l'Europe, avec des membres du Conseil de l'Europe, qui sont en pointe dans ce qu'ils font, on va le voir aujourd'hui, mais qui sont européens et internationaux, parce que c'est une Europe un peu plus que l'Union européenne, une institution internationale, qui se situe également à Strasbourg. Je crois qu'on est dans une certaine cohérence de se retrouver ici aujourd'hui à la librairie Kléber. Je voudrais remercier les représentants qui sont là aujourd'hui, mais également monsieur Yann Claessen, qui est directeur de la Société de l'information, lutte contre la criminalité, à la Direction générale des droits de l'homme et de l'état de droit du Conseil de l'Europe. Il a eu un empêchement de dernière minute, mais je voulais tout de même le remercier parce qu'il s'était rendu disponible. Voilà, il a eu un petit problème de dernière minute, ce qui fait qu'il n'a pas pu venir. Il est admirablement remplacé par Clémentina Barbaro, qui est... alors, Clémentina, je la connais depuis quelques temps, mais qui est co-secrétaire du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle, qu'on appelle le CAI, un H aspiré au milieu, du Conseil de l'Europe. Donc vraiment le comité qui réfléchit sur les questions d'intelligence artificielle au Conseil de l'Europe. Et Yannick Menesser, qui est notre star du moment, parce qu'il publie un ouvrage intitulé « L'intelligence artificielle en procès ». J'adore le sous-titre, plaidoyer. Enfin, oui, j'adore le sous-titre, mais c'est aussi, surtout parce que un bon titre, c'est un titre qui vous dit directement où il va. Et on sait où il va. Là, Yannick, il vous dit plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne. Et donc, il s'agit ici de réfléchir sur l'intelligence artificielle et sur sa réglementation. On sait qu'au Conseil de l'Europe, et dans beaucoup d'endroits, mais le Conseil de l'Europe est en pointe sur la question de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ici, on va y venir sur le fond, il s'agit d'aller un peu plus loin, parce que l'éthique, c'est bien. Le droit, en tout cas, la mise en œuvre de principes éthiques, et la mise en œuvre concrète et juridique de tels principes qui sont un petit peu abstraits, c'est important. Je ne sais pas si j'ai bien résumé l'objet du livre, Yannick. Je peux simplement ajouter qu'il y a une préface d'Antoine Garapon, une postface de Yann Claessen que j'ai déjà mentionné, ce qui montre tout l'intérêt. C'est publié chez Brûlant. Voilà, un petit mot, et puis on a quelques thèmes à présenter. Oui.
Yannick, merci pour ta présence. Ouais, tout d'abord, merci beaucoup à Franck d'avoir organisé ça. Je remercie aussi la librairie Kléber de nous accueillir aujourd'hui. Alors, très rapidement, je travaille en effet au Conseil de l'Europe, mais je n'interviens pas aujourd'hui en capacité de représentant du Conseil de l'Europe, mais en tant que chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice, l'IHEJ, et également, je suis membre du conseil scientifique de l'Institut Présage que je remercie aussi au travers de Michel Rouget et de Thomas Cassuto qui ont rendu ce livre possible. Alors, l'idée, l'ambition, totalement démesurée d'ailleurs, d'essayer d'écrire sur l'intelligence artificielle, m'est venue en réaction. En réaction de quoi? C'est que je suis un gamin qui a grandi avec l'informatique. J'ai eu la chance, et ça je remercie mes parents en banlieue toulousaine, très tôt, de m'avoir mis un ordinateur entre les mains. Ils n'avaient pas beaucoup de fortune, mon papa est kabyle, il avait commencé à... Ça devait être un Amstrad ou un Atari ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, c'était un Atari 800 XL, et il m'avait traîné, je me rappelle, place du Capitole, à la librairie Priva, à Toulouse, pour me laisser choisir, avec son salaire de peintre en bâtiment à l'époque, un ordinateur. Et cette rencontre, c'est ce que j'explique dans le livre, a été un réel enchantement pour moi. Enchantement des technologies, parce que ça m'a ouvert des perspectives, ça m'a ouvert un monde incroyable. Alors, j'ai pas été suffisamment doué en mathématiques, un peu plus en droit, heureusement, donc j'ai pas pris cette carrière-là d'informaticien, mais j'ai toujours eu un intérêt à créer des ponts entre les deux mondes et à essayer que ces deux mondes puissent dialoguer et comprendre. Et tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai essayé d'utiliser au mieux les technologies pour qu'elles soient utiles et qu'elles nous apportent naturellement un bénéfice. Et j'ai été saisi, durant ces dernières années, avec, on va employer le mot, et je veux bien qu'on puisse en discuter après, une forme de mercantilisme. C'est-à-dire que ces technologies ont été saisies dans un projet tout autre que ce pourquoi elles ont été conçues. Alors, loin de moi de dire que c'est mal de faire de l'argent, de faire du profit. C'est pas le projet, et c'est pas du tout, en tout cas, le projet de ce livre-là de critiquer ça. Juste, le point que j'ai souhaité souligner, c'est que, notamment, l'emploi du mot intelligence artificielle en lui-même est, extrêmement vague. Il a toujours été. 55, 56, la conférence de Dartmouth quand ça a été lancé, l'idée pour Minsky à ce moment-là et McCarthy était de mettre un mot sexy sur un projet de recherche qui n'était pas réellement. Et pour obtenir des financements. Ben, c'était un peu ça déjà l'idée derrière, le Rockefeller Institute derrière qui devait financer cette étude-là. Et le succès les a un peu dépassés. Hein. Il y a un auteur qui parle d'un coup de force rhétorique en parlant de ce mot intelligence artificielle. Et tout ça s'est déployé avec l'informatique. Et ce mot-là est répété à l'envi aujourd'hui. Encore une fois, il y a même des boîtes aujourd'hui qui vendent de l'intelligence artificielle, alors que derrière, c'est des algorithmes qui font un job. Mais c'est très bien, hein. Enfin, encore une fois, c'est pas ça la critique. Mais la critique, c'est que tout ça, encore une fois, est employé dans un projet relativement vague de créer surtout du profit. Et derrière, l'intérêt et l'usage passent, pas tout le temps, mais parfois dans un second plan. Donc c'est un peu cette forme de révolte autour de ça, un peu de sentiment de trahison, de détournement des technologies pour un autre usage. Et ce qui m'a encore plus inquiété, on pourra en parler avec Clémentina, puisque on se préoccupe de ce sujet-là maintenant depuis quelques années au Conseil de l'Europe, c'est que il y a dans certains champs quand même des risques et des dangers qui sont réels. On n'est pas que sur la spéculation. Encore une fois, je ne vais pas vous développer aujourd'hui un discours technophobe en disant c'est mal. Voilà, moi-même, je suis, tu le sais, hyper connecté, enfin, très présent sur les réseaux sociaux, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais l'idée était avant tout pour moi de souligner aujourd'hui, de démystifier ce que l'on entendait par l'intelligence artificielle, essayer de caractériser notre époque, et ce qui avait peut-être aujourd'hui caractérisé encore une fois certains usages et emplois, comme de l'utilisation de l'IA dans la justice. Alors, ma formation, je suis magistrat, j'ai exercé quelque temps dans les tribunaux, j'y ai importé d'ailleurs, même avant dans une autre carrière professionnelle en tant que greffier, j'y ai importé l'informatique avec parfois quelques difficultés pour plein de raisons. Mais là, le projet que l'on nous propose aujourd'hui, qui est un projet à la Minority Report, hein, désolé, je simplifie, mais c'est un peu ça, c'est d'anticiper les décisions de justice. Alors c'est extraordinaire hein, comme ambition, on en rêverait hein, de même plus avoir besoin d'aller voir le juge pour déjà connaître à l'avance ce qui va être prononcé. Et
d'autres cas d'usage, on pourra y revenir. Et face à ça, je me suis dit qu'il était temps de prendre la parole, d'essayer et j'espère l'avoir fait le plus sincèrement et objectivement, poser les termes du débat. Où j'ai essayé, dans ce livre, de découper ça en 3 temps. Un temps sur le problème technique qui nous est posé par l'intelligence artificielle. Problème technique, où j'en ai déjà évoqué quelques mots, hein, c'est quoi l'IA? Pardon, excusez-moi du Larsen. Comment dire, c'est un terme plutôt marketing, où il y a des réalités technologiques derrière, j'essaye d'être très précis sur ça. Je crois, pardon, je t'interromps, hein, mais je crois que c'est très important. Yannick, il sait ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des articles, qui vous parlent d'intelligence artificielle, mais en réalité, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Déjà, c'est beaucoup de choses derrière. On pourrait parler uniquement de machine learning ou de choses comme ça. Voilà, Yannick Menesser, il prend tout un chapitre qui fait quand même une petite centaine de pages. Oui, une paille. Ouais, mais en même temps, il faut prendre la centaine de pages pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire techniquement. C'est très important. On peut pas dire... il y a même phénomène sur la blockchain. On peut pas dire oui, je vais vous parler d'un phénomène aussi important sans avoir la connaissance technique. Alors nous, on n'est pas des mathématiciens. Moi, ça m'arrive c'est ce qu'a fait Yannick. Hein, il discute avec des mathématiciens qui connaissent les maths qui sont derrière et donc il arrive un peu comme moi, enfin chacun à son niveau, mais quand même à comprendre sérieusement qu'est-ce que c'est, et pas uniquement à se raccrocher à un phénomène de mode, intelligence artificielle, parce que c'est un joli slogan, pour expliquer on ne sait quoi, mais qui restera forcément imprécis, parce que la compréhension technique de l'objet du discours est imprécise. Ouais, d'ailleurs, ce que j'essaye dans cette partie technique, c'est de prendre des exemples aussi concrets, j'espère grand public, comme le jeu de Go. Le jeu de Go a été une grande publicité sur une IA développée par Google, DeepMind, qui s'appelle AlphaGo, qui a eu un succès extraordinaire. Tout le monde pariait que l'informatique, en tout cas le traitement informatique, n'arriverait pas à maîtriser ce jeu face à l'humain. Et là, on y arrive. Donc il y a un documentaire extraordinaire d'ailleurs qui a été fait sur ça, c'est saisissant. Et dans cette partie technique, ce que j'essaie de démontrer, c'est pourquoi c'est saisissant. C'est saisissant parce qu'il y a une puissance calculatoire. Mais une puissance calculatoire avec des pierres noires, des pierres blanches, des lignes, 19 lignes sur 19, un environnement qu'on dit en mathématiques fermé. C'est-à-dire qu'on en maîtrise tous les... Et ce qui est étrange, c'est que l'on importe ces succès-là sans aucune précaution, dans des environnements ouverts, et en se disant, ça va avoir exactement la même capacité. En tout cas, les discours commerciaux, on peut faire quand même confiance aux scientifiques et à quelques ingénieurs et à des data scientists derrière ça pour expliquer ça, mais encore une fois, un projet commercial de l'utilisation de ces technologies-là qui les présente comme une solution à peu près. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette partie technique. La deuxième partie, alors cette fois-ci, il va être peut-être un peu plus philosophique. Et là, je remercie Antoine Garapon et d'autres avec qui j'ai pu avoir des discussions extrêmement passionnantes et approfondies sur ce sujet. Je pense aussi à Jean-Paul Jean, qui est l'ancien président de la CEPEJ, avec lequel ça m'a énormément fait grandir intellectuellement. Et là, je me suis interrogé sur plutôt comment cela s'insérait, comment l'utilisation de l'intelligence artificielle s'insérait dans un environnement socio-technique. L'industrialisation du XIXe siècle a complètement révolutionné les rapports sociaux par une importation de la technique et de la technologie. Et je pense qu'on est en train de vivre à peu près quelque chose de similaire, un glissement à peu près similaire, et qui donc nous impose de devoir être relativement vigilants et de comprendre aujourd'hui les termes, les nouveaux termes qui sont posés. Alors j'emploie un terme dont je ne revendique absolument pas du tout la paternité, mais qui, je pense, est intéressant à comprendre, qui est le terme d'état des algorithmes. C'est-à-dire que l'état de droit, tout le monde connaît ce que c'est que l'état de droit. C'est la primauté d'une règle de droit pour organiser la société. Cela nous vient quand même de quelques siècles de travail et d'évolution, et où on arrivait à construire une organisation sociétale quand même qui apporte quelques bénéfices en termes de protection des individus, en termes même de la protection de la société. Et là, c'est un peu ce que j'interroge dans cette deuxième partie, c'est une forme de mathématisation des rapports sociaux. C'est-à-dire, par le phénomène que j'expliquais tout à l'heure, donc de mettre en boîte dans des paramètres diverses choses pour que les machines puissent l'ingurgiter, eh bien, on se retrouve peu à peu emprisonné
dans des cages, ce que j'appelle des cages logiques, c'est-à-dire des cages algorithmiques. Alors désolé, je vais peut-être un peu trop loin là-dessus, mais juste pour le vulgariser, et après on pourra passer à un autre temps qui est un temps juridique, mais sur ça, ce que je trouve aujourd'hui extrêmement important, c'est qu'on se retrouve de fait pris dans une sorte de cage logique, d'emprise numérique, que je caractérise par 3 éléments. Premier élément, c'est un élément sensible. C'est qu'on a des smartphones autour de nous, hein, on utilise beaucoup d'applications, on utilise l'informatique, Internet, et on consent à donner de manière massive nos données, ou en tout cas une grande partie de la population, au prétexte que cela nous donne un service pratique. Facebook nous est pratique parce que ça nous permet de rester en relation avec les gens. Aujourd'hui, permet de diffuser cette rencontre avec vous. Donc c'est pratique. Mais derrière, qu'est-ce que l'on consent à donner? Des petites miettes de pain, des données personnelles. On peut estimer que c'est finalement pas si important. Or, l'agglomération de tout ça sociétalement devient beaucoup plus intéressante. Et donc, je dis, il y a déjà un premier glissement qui, on consent à donner des choses qui sont finalement pas si anodines. La deuxième chose, c'est que par l'assemblage de cet océan de données, il y a un maillage progressif de nos vies par des systèmes algorithmiques. Pour le reformuler, on donne un tout petit peu de nos données. Ces données sont ensuite mises ensemble dans des grands ensembles de données et les algorithmes nous redonnent des recommandations. Tel restaurant est peut-être mieux que l'autre, plutôt prendre ce chemin qu'un autre, et nous conduit, nous contraint à un comportement. Alors, c'est pas du Orwell, ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est pas une autorité verticale, dictatoriale, c'est pas 1984. Alors, c'était une remarque que je voulais faire, mais parce que peut-être que comme on avait publié un programme, on peut reprendre les choses dans l'ordre. Clémentina, n'hésite pas si jamais tu veux rebondir sur... J'aurais déjà à ce stade plein de questions à poser à Yannick, que je voudrais d'abord féliciter pour son ouvrage. Je dois dire que lorsque j'ai lu le titre, peut-être parce que je suis étrangère, ça m'a interpellée, parce qu'intelligence artificielle en procès, je me dis, mais est-ce que c'est un procès à l'intelligence artificielle qu'on veut faire, ou on parle plutôt d'une réalité qui est en fait un mouvement, une réalité qui entre progressivement dans nos vies? Donc, en fait, tout ça dans votre ouvrage, vous touchez, vous dites qu'il faut plaidoyer pour une réglementation de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, d'une perspective. Alors, je parle là, en rappelant aussi que vous parlez aussi beaucoup des instruments du Conseil de l'Europe. Vous dites en effet que la réglementation de l'intelligence artificielle existe déjà au niveau européen. Je rappelle que le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui a siège ici à Strasbourg et qui a été créée en fait pour promouvoir l'état de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Nous ne sommes pas l'Union européenne, nous sommes une organisation plus large de 47 États membres qui touche presque 800 millions d'Européens, mais en fait une organisation qui met au centre de son action les droits de l'homme. Et nous avons un instrument phare, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous dites, et vous expliquez très bien dans votre ouvrage, qu'il y a plusieurs articles de cette convention, le droit au respect de la vie privée, on en parlait même tout à l'heure, de la grande capacité de manipulation que les systèmes algorithmiques peuvent avoir vis-à-vis des individus. Il y a le droit au procès équitable, le droit à la liberté d'expression, plein de droits qui en fait sont touchés et qui sont impactés par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ma première question serait plutôt celle de savoir pourquoi la réglementation que nous avons aujourd'hui est perçue comme insuffisante, parfois, et vers quoi il faudrait aller? Faut-il aller vers une nouvelle réglementation? Et si oui, il y a une partie très intéressante dans votre livre qui parle des nouveaux droits nécessaires à l'ère numérique. Voilà, ce sont des questions. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quelle est votre pensée là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, en effet, on a déjà des cadres juridiques qui sont tout à fait applicables. C'est-à-dire que dans le temps de réflexion, en tout cas j'ai essayé d'organiser ma pensée comme ça dans le livre, c'est de dire, on a un problème technique parce qu'on est sur l'intelligence artificielle, on a un problème politique parce qu'on est pris dans des calculs statistiques et algorithmiques qui ne sont absolument pas des délibérations, qui ne sont absolument pas du tout démocratiques, et j'en conclus par la nécessité d'un cadre juridique de façon à prévenir les dérives. Alors, encore une fois, je le reprécise parce que c'est important, ce n'est pas du tout un propos technophobe, c'est-à-dire que je n'ai pas peur des technologies. On entend souvent ça, vous avez un discours, on me l'a déjà dit, très critique parce que vous avez peur des technologies. Non, c'est pas ça.
L'idée est de se dire que nos droits aujourd'hui sont mis en jeu par de nouveaux phénomènes, par de nouveaux mécanismes, ces mécanismes algorithmiques, qui sont très sous-jacents et qui sont très discrets. Il n'y a pas de théorie du complot derrière ça, mais juste de se dire qu'en effet, vous évoquiez un instrument du Conseil de l'Europe, la déclaration du comité des ministres sur les capacités manipulatives des algorithmes. On n'est pas sur du fantasme. On a des algorithmes qui ont aujourd'hui opéré, on le sait dans le cadre d'élections, que ce soit pour le Brexit ou dans le cadre d'élections américaines, les précédentes élections américaines, où on a tenté de manipuler l'opinion avec ce qu'on appelle du micro-ciblage, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les individus qui sont un peu sur la tangente, qui hésitent un peu pour le vote, et à qui on va on leur mettre face des articles qui vont leur faire changer d'opinion. Alors la propagande n'est pas nouvelle, la propagande est aussi vieille que la politique. Sauf que là, on passe de l'ère du lance-pierre à l'ère de l'arme automatique, et que les conséquences sociétales sont majeures. Et pour réguler ça, je ne connais pas à titre personnel, mais on pourra en débattre, d'autres instruments que le droit pour pouvoir réguler ça. Et un droit qui n'est pas fondé sur du sable, qui n'est pas fondé sur des impressions, des avis. On pourra revenir d'ailleurs aussi sur ce que j'ai qualifié d'une ère de l'approximation. On voit encore aujourd'hui des études scientifiques qui sont lancées à la figure dans des débats les uns avec les autres, un peu comme autant d'arguments d'autorité, sans nécessairement en comprendre le contenu et aller au fond, mais revenir aux droits fondamentaux, qui me semblent aujourd'hui essentiels. C'est pour ça que je travaille aussi au Conseil de l'Europe, parce que c'est des choses quand même que je trouve aujourd'hui importantes pour notre société, qui sont un vrai acquis pour l'humanité, et sur lesquels on doit fonder une toute nouvelle réglementation. Alors, pour répondre à votre question, Clémentina, on a déjà des cadres juridiques, évidemment. J'en ai fait un petit inventaire de manière assez modeste. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit de l'Union, mais j'ai essayé de voir aujourd'hui ce qui existait en droit de l'Union qui était tout à fait applicable. On voit que même dans les droits nationaux en France, celui que je connais peut-être un peu mieux, on a déjà des mécanismes de responsabilité, par exemple. En tant que juge, je pense que je saurais trouver des instruments aujourd'hui pour pouvoir apporter des réponses. Mais connaissant aussi la difficulté de traiter la nécessité d'expertise dans certaines affaires, un contentieux avec de l'intelligence artificielle risque de durer des années devant le tribunal, avec des expertises, des contre-expertises, une grande difficulté à attribuer des responsabilités en cas d'un dommage qui a été causé. Et tout ça, je pense qu'on peut aujourd'hui essayer de trouver des mécanismes qui nous permettent de mieux répondre. Et je conclurai sur ça avec, par exemple, la voiture, qui a été aussi une autre avancée technologique majeure. En France, en 1985, on a une loi qui a été votée, la loi Badinter, qui a permis de favoriser une indemnisation plus rapide des victimes et de renvoyer sur des mécanismes de solidarité collective, les assurances, la résolution des difficultés. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement de réinventer des droits nouveaux. Il y aurait peut-être un danger à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait profiter du prétexte de réinventer des droits à l'ère numérique pour en affaiblir à la portée ou en affaiblir certains. Ce que je vous dis encore une fois est un peu sous-jacent dans de la littérature. On voit que c'est des choses qui poussent un peu. Donc, rester très ferme sur les piliers des droits fondamentaux. En revanche, trouver des instruments intermédiaires qui sont en capacité de les rendre opérationnalisables et applicables dans un environnement technologique nouveau. Et lorsque nous parlons d'opérationnalisation, ça c'est un autre point important, parce que là on fait appel du coup au rôle aussi de ceux qui développent ce genre d'outils. Et donc une question qui me semble importante est aussi de parler quelque part du fait du besoin en fait de recourir à plusieurs instruments, donc pas uniquement la loi dure, mais ce que je trouve intéressant, et c'est ce aussi qui a fait le Conseil de l'Europe, c'est d'enrichir ça avec une opérationnalisation des principes par rapport à des réalités concrètes. Par exemple, la justice. Le Conseil de l'Europe, et notamment sa Commission européenne pour l'efficacité de la justice, ont adopté une charte éthique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, qui est la première charte au monde, et qui du coup essaie de répondre très concrètement aux défis qui se posent lorsqu'on utilise l'IA dans le domaine de la justice, par exemple, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour prédire une future décision d'un juge, ou encore aussi pour voir quelles sont les chances de commission d'une infraction de la part d'un certain prévenu. En plus de ça, il y a aussi la question dont on parle beaucoup et qui est très actuelle,
de la certification. C'est aussi un champ dans lequel le Conseil de l'Europe commence à s'engager. Qu'en pensez-vous? C'est aussi, en fait, disons, la direction vers laquelle semble aller la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre vraiment opérationnalisables les droits et nos règles juridiques? Alors, non, simplement pour reprendre un peu ce qui a été dit et tenter de faire la transition de la généralité finalement aux applications, parce que ce que le droit va réglementer, il y a un faux ami d'ailleurs, hein, quand on parle en anglais c'est regulation, mais la réglementation, bon bref. Donc on a tous un inconscient collectif un peu, on a George Orwell, on connaît tous, oui, je pense que beaucoup de monde a lu Orwell ou Philippe K. Dick ou a vu des films de science-fiction qui font peur avec des robots qui se retournent contre l'humain et qui contrôlent l'humanité. Bon, il y a ça quand même hein, qui est bien présent. Moi, juriste, je sais que Yannick, il a son apport, mais il s'inscrit dans un courant. Moi, je pense tout de suite à Antoinette Rouvroy, à ses travaux. Si je prononce pas le mot de Michel Foucault à un moment dans ce genre c'est dommage, c'était bon. Voilà, on aura mis 25 minutes à le faire, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est une remarque qui avait été faite la dernière fois qu'on est venu ici, on a parlé de Stop Covid et il y a eu un commentaire en disant Michel Foucault au bout de 20 minutes c'est raisonnable. Bon, oui, mais la dernière fois c'était 20 minutes, donc on a fait mieux. Bon, voilà. Mais bon, donc effectivement il y a et vous êtes dans votre rôle au Conseil de l'Europe où l'idée d'état de droit, de démocratie, enfin, je veux dire, quand on parle de politique, c'est quand même au vrai sens du terme. La problématique, si je puis le dire ainsi, pour reformuler un peu ce qui a été dit, ou essayer de le faire, c'est qu'on a des algorithmes qui prennent des décisions sans qu'on sache vraiment comment ça se passe, et qui prennent des décisions là où avant c'était l'humain qui le faisait, et là où peut-être ça devrait être encore l'humain qui le fait. Autrement dit, on a cette espèce de pseudo-magie de l'algorithme où on se dit tiens, le jeu de Go, ça marche, c'est formidable, on va prendre la même chose, ce qui a été dit au début, on va prendre la même chose et on va l'appliquer à la justice pour savoir si on doit mettre une personne en prison ou pas, ou si on doit le libérer ou non. Alors évidemment, le magistrat de formation qui est à côté de moi, ça le choque, et il considère, à juste titre, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, que c'est quand même un humain qui a reçu une formation, qui est capable de discuter avec la personne qu'il a en face de lui et dont il doit décider du sort. C'est cet humain qui doit prendre la décision. Mais peut-être, alors on avait parlé dans une séance précédente ici, à la librairie Kléber, quand on a repris au tout début de la reprise de ces conférences qui sont un peu étranges pour nous, hein, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est un peu étrange de parler dans une salle vide à un public, on n'a pas l'habitude de faire de la télévision, vous voyez, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, on a cette salle qui résonne un peu, et on ne vous voit pas, hein, donc c'est un peu étrange, et je sais pas si on aura le temps pour les questions, on verra, peu importe. Il y a cette application Stop Covid, je pense que c'est un peu d'actualité, je sais pas si ça rentre exactement dans le sujet de l'intelligence artificielle, parce que je crois pas que ça en soit vraiment. Et puis, il y a d'autres cas d'application. Je parle des questions de science-fiction parce que ça parle toujours, ça parle à tous, mais ça va pas aussi loin que ce qui existe chez Dick ou d'autres, ou chez Asimov évidemment. Mais on a des applications dans le domaine de la justice, de la police, de la santé. On en a pas. Stop Covid, c'est aussi ça, ou dans le domaine de l'éducation. Et donc, c'est sans doute là que le droit va intervenir. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des principes éthiques généraux, mais où on va être sur des règles juridiques précises sur telle et telle application. Oui. Alors, plein d'éléments venant des deux côtés, et naturellement plein de choses à partager avec vous. Alors, la première chose que je veux dire, mais on y reviendra sur ça parce que je pense que c'est important, c'est que, contrairement à une idée reçue, le secteur privé n'est pas farouchement contre des formes de réglementation. Alors, attention, hein, pas n'importe quelle forme, voilà, donc il faut faire un peu attention. Mais on a des cas très concrets au Conseil de l'Europe et en discutant avec quelques-uns de représentants même de grandes sociétés. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce qu'ils veulent, c'est une sécurité juridique. Demain,
vous mettez en service un instrument d'intelligence artificielle, vous pouvez estimer que dans les chaînes des fournisseurs, ça va être extrêmement difficile de trouver des responsabilités, et ça risque de tomber un peu sur la tête de n'importe qui. Donc, dès lors que vous avez des cadres juridiques qui sont plutôt clairs, je pense que là aussi le secteur privé y voit un avantage à ça, vous minimisez les risques de contentieux derrière et de recherche de responsabilité, même d'image. Donc, déjà, la première chose que je voulais évoquer, c'est de dire que cette idée d'une réglementation n'est pas nécessairement, il ne faut pas caricaturer des gardiens des droits de l'homme qui voudraient à peu près tout réglementer, de l'autre côté un secteur privé sans conscience qui ne s'intéresse pas du tout à ça, c'est totalement fou. C'est pas du tout ça. On retrouve encore une fois une très grande complexité et une très belle profondeur de réflexion d'ailleurs chez des partenaires comme par exemple l'IEEE, désolé je vais le reformuler, c'est l'IEEE qui est un institut de standardisation américain qui formule des recommandations sur des standards technologiques de matériel, mais qui s'intéressent énormément à l'humain. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui des contacts extrêmement bons du côté du Conseil de l'Europe avec eux, avec une production d'ailleurs, ils ont sorti aussi un document remarquable sur l'éthique des systèmes automatisés, dans lequel on apprend les uns des autres. Donc c'était la première chose que je voulais faire, que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que en effet, dans cette période, Franck, tu l'évoquais sur ça, c'est qu'on est face à des systèmes aujourd'hui complexes qui opposent leur autorité, qui nous opposent leur autorité. Un juge, un magistrat, aujourd'hui, comprend ce qu'est la place d'un algorithme dans son apport professionnel. Je vais très rapidement un exemple. Les barèmes dans les tribunaux. C'est-à-dire que nous avons déjà dans les tribunaux aujourd'hui des tableaux dans certains types de contentieux qui sont fondés sur des études statistiques ou des études empiriques qui permettent de fixer, en tout cas, des grands cadres nationaux. Le juge n'est pas tenu, ce n'est pas une source de droit. Mais on connaît le prix d'un bras ou d'un œil, c'est ça? Malheureusement, la nomenclature d'Intillac fixe une fourchette. Alors, gardons en tête qu'une étude d'ailleurs de la mission de recherche droit et justice a bien montré que ces tableaux étaient finalement relativement peu opérants, si ce n'est sur les extrêmes. C'est-à-dire que ça élimine les décisions au sens statistique aberrantes. Ça les fait disparaître. Alors, quand on voit arriver l'intelligence artificielle dans les tribunaux, on a la robotisation, on est fait de la science-fiction, le juge robot, on a tout ça derrière qui vient. Pas tout à fait ça. On est sur une transformation de barèmes figés dans les tableaux à des barèmes beaucoup plus dynamiques qui vont se nourrir de jurisprudence pour pouvoir proposer des fourchettes d'indemnisation. Donc, moins que de la prédiction, c'est un rétroviseur dans le passé pour voir ce qui est arrivé dans de la jurisprudence. Donc, naturellement, moi, vous vendre un algorithme qui fait ça, c'est beaucoup plus sexy de vous dire je fais de la justice prédictive. Voilà, certains s'y sont essayés. D'ailleurs, ils réfléchissent à ces termes-là, ils en reviennent aussi parce qu'ils se rendent bien compte que cet argument, qui est un argument commercial au départ, leur revient aujourd'hui comme un boomerang du fait de ces craintes-là. Et ce qu'il y a à craindre, selon moi, c'est pas le remplacement des juges par ces machines-là. Ce qu'il y a à craindre, c'est ce qu'on appelle, je vais employer un mauvais anglais, je suis désolé, l'automation bias, c'est-à-dire le biais d'automatisation. Qu'est-ce que c'est que le biais d'automatisation? C'est que, et là c'est une étude de la fin des années 90 qui a montré ça, et les chercheurs ont poussé un peu plus loin ensuite, c'est un biais cognitif, qui fait que quand vous avez une information qui vous arrive d'un algorithme, vous ne la traitez pas de la même manière que quand ça vient d'un tableau ou d'une autre source. C'est-à-dire qu'elle a une autorité tout à fait particulière. Et ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire que quand on passe d'un tableau papier à une machine à qui on dit, vous savez, on a des équipes de recherche multidisciplinaires, des data scientists derrière, très sérieux, on a utilisé des millions de décisions de jurisprudence pour arriver à ça. L'information, une autorité est quand même un peu différente de simplement juste encore une fois, un tableau. Et ça, c'est pas du tout traité. C'est-à-dire que ça arrive, ça déboule aujourd'hui chez les avocats, ça déboule chez les assureurs, dans les directions juridiques. Ils ont, d'ailleurs, entre parenthèses, les assureurs n'ont pas entendu les legal tech pour pouvoir utiliser massivement des données et s'essayer à profiler ce qui se passait dans les tribunaux. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye de dire aux juges, attendez, ça va vous soulager. Ça va vous aider à aller plus vite sur votre contentieux, ça va... Alors,
que non, pas du tout. J'ai assez peu de difficultés à me dire que ces outils-là, aujourd'hui, sont utilisés par des avocats, des directions juridiques, etc., parce que j'ai la faiblesse de penser qu'il y a des professionnels derrière qui sont en capacité ensuite d'expliquer à leurs clients. Mais ce qui me gêne avec un juge, c'est que, encore une fois, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité de leur expliquer comment ces chiffres-là sont construits? Un tableau, les tableaux, par exemple, la nomenclature d'un TIAC ou d'autres, c'est peut-être imparfait, mais on a un peu de documentation derrière. On a l'idée du jeu de données, de la jurisprudence qui a été utilisée pour arriver à ça. On saurait peut-être même le critiquer. Un algorithme qui est une vraie boîte noire pour certains, ceux qui utilisent du deep learning par exemple, sont absolument pas du tout explicables. Et donc, on cumule les problèmes, le biais d'autorité, l'absence de capacité explicative de la manière dont ça a été réalisé. Allez, on va faire un peu de propriété intellectuelle. La propriété aussi de l'algorithme. Moi, des concepteurs m'ont dit, moi je ne veux absolument pas être transparent là-dessus, parce que c'est un avantage commercial, j'en suis propriétaire, et je n'ai pas envie de donner à la terre entière cet avantage-là. Et c'est là que je fais le lien avec ce qu'évoquait Clémentina, c'est-à-dire du ex ante. Ne pas, du coup, dire à ce concepteur, vous avez une obligation de transparence là, obligatoire, mais qu'il y ait, bon sang de bois, un tiers de confiance des gens qui sont en capacité d'être des experts indépendants et qui permettent de garantir qu'un algorithme réalise bien ce pourquoi il est programmé, ou à tout le moins, s'il y a des biais, parce qu'il y aura des biais, ça, je pense que ça aussi c'est une chasse, complètement vaine, que de croire qu'on supprimera les biais de tout fonctionnement, il y en a chez les humains, il y en a chez les algorithmes, mais qu'on soit un minimum en capacité de donner une explication sur la manière dont cela a été fait. La transparence est bien sûr un des principes les plus évoqués, même lorsqu'on regarde toutes les chartes éthiques qui ont été produites au cours des dernières années, c'est le principe numéro un. Mais donc on revient, donc on a ce principe, et je pense que par l'exemple que vous avez donné, on revient en fait à la question du contrôle de l'humain. Donc, vous parliez tout à l'heure des barèmes qui sortent, en fait, des chiffres qui sont donnés par ces systèmes aux juges. Et là, je pense que aussi, de la part des professionnels, il y a une véritable demande d'y voir plus clair, de savoir comme les chiffres, quelle est la source, sur quelle décision ces chiffres sont donnés. Donc, en fait, dans votre plaidoirie pour l'intelligence artificielle, quelle est la place de l'humain en fait? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels nous pouvons complètement déléguer nos décisions? Est-ce que c'est souhaitable, par contre, qu'il y a toujours un contrôle? Comment vous vous positionnez là-dessus? En fait, il faut être extrêmement pratico-pratique, c'est-à-dire revenir à des cas concrets d'application et savoir si on se trouve face, encore une fois, à un usage qui, scientifiquement, majoritairement, a du sens. Je vais prendre un exemple très simple et très concret. Je reviens sur cette histoire de jeu de Go. C'est un peu bêta, mais ça fonctionne plutôt bien. Et on a plutôt tendance à se dire que la puissance de calcul est largement supérieure à celle d'un être humain. Donc, utiliser cette puissance-là de calcul pour certaines finalités, moi, je ne trouve pas ça tout à fait idiot. On serait bien d'ailleurs stupide de s'en priver. Donc, dès lors qu'on utilise des données qui sont suffisamment stables entre elles, avec des règles suffisamment stables, avec des choses qui sont quantifiables, on va déjà avoir un résultat qui est un peu plus sûr. On vient ensuite à la question de l'usage. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et là, c'est là, encore une fois, où interviennent des considérations d'abord morales, ensuite éthiques, et on va jusqu'au bout du raisonnement. L'éthique, pas réellement sanctionnée, c'est le droit qui sanctionne, prohiber certains cas d'usage. Voilà. Après, là où moi je suis beaucoup plus réservé, c'est quand on commence à manipuler des données qui sont qualitatives. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est blanc ou c'est noir? Ça, on arrive à peu près à le mettre dans une boîte, dans un paramètre informatique, mais dès lors qu'on rentre sur des qualités d'individu, quelqu'un est plutôt affable ou pas. Voilà, c'est une perception qui est totalement subjective. Pareil, je vais prendre un exemple un peu trivial, mais les applications de rencontres, par exemple, vous avez dedans des critères qui ont été créés dans ces applications de rencontres juste pour l'usage. Hein, les gens qui sont sapiosexuels, c'est assez intéressant comme, voilà, qui sont attirés... Qui sont quoi? Sapiosexuels, Sapio. je ne connaissais pas ça. Hein. C'est des gens qui sont attirés par l'intellect. Hein, voilà, donc, tu vois, voilà, je savais pas que j'étais sapiosexuel. Voilà, donc tu peux te dire le physique d'une personne est très peu important, mais finalement, moi je suis vraiment intéressé par l'intellect de cette personne. Eh bien ça, ce n'est pas des études sociologiques, c'est une application de rencontre qui a créé from scratch, enfin de zéro, désolé, ce concept-là. Et c'est un exemple un peu trivial, mais pour montrer qu'aujourd'hui on a des constructions qui sont réalisées juste par des besoins de catégorisation informatique
qui ne se fondent sur à peu près rien de sérieux. Voilà. Et ça, là, moi, ça me dérange un peu plus. Et où, encore une fois, je ne veux pas prohiber absolument, je n'aurai pas le pouvoir, et de toute manière, on n'arrête pas un TGV en marche, hein, voilà, donc j'ai très bien conscience que ma pauvre voix dans le livre va pas porter grand-chose là-dessus. En revanche, collectivement, on se doit d'être, selon moi, attentif à l'idée que ce qui va nous sortir des algorithmes ou d'une application qui nous est présentée, on pourra parler un peu de Stop Covid, promis, si jamais, mais bon... On en a déjà parlé. Voilà, mais quand on a des applications, c'est pas parce qu'une application nous le dit que c'est vrai. Et là, c'est notre capacité de citoyen, notre capacité critique qui doit pouvoir s'exercer. Et comment on exerce une capacité critique? Mais justement en ayant un peu de culture numérique. J'ai l'énorme prétention, Franck et Clémentina, d'essayer de contribuer très modestement à partager ce type de constat avec un grand public, de façon à ce qu'encore une fois, on ne se retrouve pas face à, avec tout le respect que j'ai pour l'action politique, l'action publique, mais des pétitions de principe, en disant ça marche, voilà, on a des études qui nous disent que ça marche, j'ai besoin d'un peu plus en tant que citoyen, moi, que de ça. Et de notre côté, et collectivement, notre capacité aussi à définir le type de société dans laquelle on veut vivre. Est-ce que je veux une société qui demain va juste calculer le désavantage économique des uns par rapport aux autres pour proposer une compensation? Ou est-ce que j'ai besoin d'une société dans laquelle le droit neutre, qui est le résultat d'une délibération, vient proposer et protéger certains types de populations? C'est plutôt intéressant. Un exemple, c'est le droit de la consommation, par exemple. Voilà. Alors moi, je voudrais faire deux remarques et rebondir tout de suite. Là, je ne peux pas ne pas le faire. Quand j'entends, c'est important de... Alors, je crois que tu as dit éduquer, d'enseigner. Bon, moi, je suis enseignant, donc évidemment que ça me parle. C'est mon boulot. Alors, je vais pas faire la publicité des formations du CEPI ou de l'Université de Strasbourg, mais on est dans cette démarche-là, quand même, de se dire, ce nouvel objet d'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose de particulier. Et il faut bien le comprendre, et il faut le comprendre pour ce qu'il est, et pas pour plus que ça. Et donc il faut savoir aussi le démystifier. Pardon, je vais faire un peu de pub, mais on avait parlé un peu des lois d'Asimov il y a 2 ans. Vous trouvez les vidéos en ligne, et même on a publié la revue en ligne gratuitement. Voilà, précisément pour se dire, mais on a cet univers de science-fiction, mais qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Et c'est vraiment une démarche d'enseignement, c'est-à-dire de démystifier quelque chose où on se dit c'est de l'intelligence artificielle, et peut-être que tout vient de ce mot, du pouvoir rhétorique de ce mot, tu as évoqué l'expression c'est Éric Sadin, je crois, c'est ça, exactement, oui. Du coup de force rhétorique de l'intelligence artificielle, où on se dit on a quelque chose d'intelligent, en fait c'est quelque chose qui est très bête. Hein, voilà, c'est quelque chose qui... On a des objets qui prennent des décisions à notre place, sans qu'on le sache vraiment, ou on le sait, mais on fait confiance, parce qu'on se dit que c'est intelligent, alors qu'en fait, c'est pas intelligent. Donc, après, il y a plein d'applications, et on n'a pas le temps de rentrer dedans. Dans le domaine de la justice, c'est frappant, évidemment, ou de la police, ou de la santé, aussi. Ce sont des choses qui sont très importantes. On est dans notre rôle d'enseignant que de venir dire, mais attention, regardez ce que c'est vraiment. Oui, c'est pas parce que c'est complexe que c'est intelligent. Ça aussi, voilà, parce que les réseaux de neurones, par exemple, c'est quelque chose qui, naturellement, est par nature extrêmement complexe. Ce sont des architectures logiques qui, par densité, par différentes couches, produisent beaucoup de complexité. Mais l'erreur à commettre, c'est de croire que de ça pourrait naître l'intelligence. Je discutais, et je voulais absolument mentionner son nom aujourd'hui parce que les discussions avec lui ont été d'un grand apport. Je pense à Jean Lassègue, qui est l'auteur de Justice Digitale, qui a été pour moi... avec Antoine Garavon. Voilà, et Jean, pour moi, est un des grands inspirateurs de... Ils étaient venus tous les deux à l'Hébrairie Kléber ici même pour présenter leur ouvrage, alors voilà. Et Jean m'a fait remarquer quelque chose, mais qui est naturellement, pour le coup, remarquablement intelligent. Il me dit, Yannick, tu sais... je pense que cette histoire d'intelligence artificielle, elle est mal partie dès le départ, parce qu'on a mal posé le problème. On a essayé de modéliser le cerveau humain. Donc on est parti de ça. Et de se dire, on va essayer, par différentes méthodes, différents artifices, soit d'essayer de limiter les règles logiques de raisonnement du cerveau, c'est l'approche de systèmes basés sur des règles, et où on va essayer de prendre de grandes quantités de données pour essayer d'en déduire des règles. Et il me dit ça, on rate complètement le coche. Pourquoi? Parce que l'intelligence naît du collectif. Aujourd'hui,
Moi, si j'ai la prétention aujourd'hui d'avoir aussi appris de cette discussion, c'est parce que j'aurais discuté avec vous aujourd'hui. C'est pas moi me plaçant tout seul face à une caméra, en faisant comment dire, un discours, un monologue, que va naître de l'intelligence là-dessus. Ce qui va naître de l'intelligence naîtra des questions que vous me poserez, de l'échange que nous allons avoir, et ça aujourd'hui, la démarche même de l'intelligence artificielle rate complètement ça, selon moi. Et si aussi le fait justement de réguler l'intelligence artificielle ne devait aussi pas être le débat, finalement, d'un processus participatif et d'intelligence collective. D'intelligence collective, c'est ce qu'on a fait dans plusieurs pays. Donc, ça nous semble essentiel. Nous sommes vraiment admiratifs, par exemple, de certaines déclarations, des chartes qui ont été adoptées au Canada, dans lesquelles il y a eu de véritables discussions. Il y a, bon, c'était pré-Covid-19, mais les gens s'est rencontrés dans les bibliothèques pour en parler, pour en débattre. Donc, il faut se réapproprier sur le plan de la démocratie participative, de la participation des citoyens. Il faut se réapproprier sur le plan des règles du droit, comme vous le dites. Et vraiment voir, encore une fois, je pense, ne pas nous adapter à l'intelligence artificielle, mais plutôt faire adapter l'intelligence artificielle à des règles historiques qui sont le fondement de nos sociétés démocratiques. Je pense que c'est ça le vrai message profond de votre livre. L'état des droits, il existe depuis des siècles. Ce n'est pas quelque chose que nous devons laisser de côté simplement parce qu'il y a une nouvelle technologie, puissante qu'elle soit-elle, en fait, qui rentre dans nos vies. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, bon, j'ai bien été obligé d'utiliser le mot intelligence artificielle pour me faire comprendre. C'est là le drame, en fait. Peut-être, hein, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que j'aurais mis algorithme ou système algorithmique sur la page, j'aurais certainement... Pas trouvé d'éditeur. Voilà, c'est ça. J'aurais eu moins d'intention. Mais c'est ce que j'essaye de faire dans le livre. Hein. C'est-à-dire que dans la dernière partie, alors... j'ai certainement pas les capacités rédactionnelles pour écrire un projet de convention, c'est pas du tout ma prétention. Mais j'ai essayé d'identifier des éléments forts dans une instrument juridique qui pourrait être une convention, et où je pars de l'idée de système algorithmique, que je trouve, pour le coup, plus intéressante à manipuler. Puisque l'intelligence artificielle, on l'a dit, on est on part relativement mal. En utilisant ce terme, parce que c'est très anthropomorphique, les réseaux de neurones, c'est très anthropomorphique, l'apprentissage, voilà, ça renvoie quasiment comme si la machine était un humain. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement noté, c'est que dans beaucoup de littérature, on parle de l'IA comme si c'était un individu. Et ça, déjà, voilà, on voit que la frontière est extrêmement fine. Donc, en revenant, et c'est un peu mon rôle, en tout cas j'ai essayé de le faire dans le livre, en revenant à l'idée d'un algorithme, qu'est-ce que c'est, hein, un ensemble de règles logiques pour effectuer une tâche prédéterminée, qui compose des systèmes, c'est-à-dire qui par un assemblage compose un système, je trouve qu'on est un peu plus proche de ce qu'est en réalité cette intelligence artificielle, qui est de l'informatique un peu avancée, de l'informatique en capacité d'autonomie, et d'ailleurs on retrouve là des critères qui sont intéressants pour un juriste. C'est-à-dire que, et moi je conclurai en tout cas sur ça après, si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'une réglementation, mais deux réglementations au pluriel. C'est-à-dire que mon idée n'est pas d'appliquer à l'algorithme du site de rencontre, à l'algorithme de Deezer ou à l'algorithme qui opère dans un tribunal les mêmes règles. Les risques ne sont pas du tout les mêmes. Le contexte ne sont pas du tout les mêmes, et ce serait selon moi une erreur que de concevoir, et c'est d'ailleurs ce que craint le secteur privé quelque part, hein, ils ne font pas confiance du tout aux régulateurs là-dessus. Ils ont vraiment peur qu'on fasse une sorte de gros paquet de réglementation, de régulation, qui viennent tout geler. C'est pas ça l'idée. L'idée est au contraire d'essayer de trouver la réglementation, désolé du jeu de mots un peu facile, intelligente. C'est-à-dire une réglementation qui puisse s'adapter en fonction du contexte, du cadre d'application, de manière à prévenir les risques. Encore une fois, l'exemple de la justice, de la santé, de l'éducation, sont des endroits où peut-être il faut être un peu plus vigilant. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu sur les algorithmes de recommandation musicale, mais on est sur un autre cadre. Donc dans le livre, j'ai essayé d'identifier quelques critères qui permettraient, on pourrait en imaginer d'autres, mais d'avoir des réglementations plus ou moins contraignantes en fonction de l'impact sur les droits de l'homme, sur l'état de droit et la démocratie, pour même arriver à des prohibitions d'usage. Ou par, et j'en vais employer le terme, et je l'avais entendu... C'était une question que je voulais... Voilà. C'est quelque chose que tu as dit à un moment tout à l'heure, ouais. et je voulais peut-être avoir les exemples de prohibition d'usage dont tu parlais. Ouais. Il y en a un, alors...
Je vais démarrer de manière un peu théorique, je vais prendre un cas très pratique. De manière théorique, si selon moi on a un algorithme qui est très complexe à entendre, pas explicable, autonome, sur lequel, encore une fois, on manipule des données qui sont plutôt qualitatives, quantitatives. On est sur quelque chose, un objet qui, selon moi, qui présente un peu plus de risques. Et dès lors qu'on a ce niveau-là de complexité technologique et avec un très fort impact sur les droits de l'homme potentiel, on est dans une zone d'alerte relativement importante. Et l'exemple concret que je vais prendre, c'est la fin de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une pratique, et je ne suis pas du tout dans le champ médical, hein, donc les professionnels m'excuseront l'approximation, mais l'idée d'essayer d'évaluer par différentes méthodes mathématiques, statistiques, les chances de vie de quelqu'un sont déjà une réalité. Mais il y a des professionnels derrière ça, hein, qui sont en capacité d'interpréter la donnée chiffrée, parce qu'ils savent déjà comment ces indices sont calculés, et derrière, c'est eux qui prennent, au final, une décision, qui proposent à la famille voilà, des différentes voies. Ce qui me dérangerait, c'est que par le biais d'autorité que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, des algorithmes, on arrive à penser qu'une machine soit en capacité d'évaluer beaucoup plus finement que les hommes, que médecins, les chances de vie. Là, ça me dérange. La liberté, également, pouvoir se prononcer sur la liberté d'un individu. Les méthodes actuarielles, c'est-à-dire les méthodes de calcul de risque, hein, sur la récidive, ne sont pas nouvelles du tout. C'est des choses qui ont été employées depuis assez longtemps dans différents systèmes judiciaires. Là, ce qui est nouveau, c'est que ce coup-ci, ce n'est pas un simple calcul statistique. C'est une machine. On se dit, ah, peut-être que la machine va nous dire quelque chose qui a, encore une fois, de manière plus sophistiquée, plus fine que ça. Mais non, derrière, c'est aussi fragile. Donc, attention aux abus. Et c'est là, selon moi, où on a besoin du droit pour pouvoir poser des limites. Et derrière, je conclurai avec ça. L'idée n'est pas d'entraver l'innovation. Ça aussi, dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est un argument qui est me disant, mais innover, c'est prendre des risques. Oui, mais est-ce qu'il faut sauter d'une falaise en se disant, j'ai inventé un parachute et je vais le tester? Ou alors, est-ce qu'on peut d'abord peut-être tester le parachute avant de se jeter de la falaise? En tout cas, moi, j'ai choisi mon camp. C'est juste pour ajouter que sur toutes ces questions aussi, avec Yannick d'ailleurs, qui coopère, il est en plus d'auteur de cet ouvrage, conseiller et chercheur associé, il est aussi conseiller de politique auprès du CA et du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est juste pour dire que voilà, nous travaillons aussi sur ces thèmes. Nous devrons bientôt, le CA a démarré ses activités en septembre de l'année dernière et maintenant nous passons vraiment à essayer de définir quels devraient être les contours de ce futur cadre juridique sur l'intelligence artificielle. Voilà, et donc nous serons en plein sur des questions tout d'abord de régulation de l'IA, faut-il définir ou non l'intelligence artificielle? Et si oui, donc faudrait-il plutôt parler des systèmes algorithmiques comme vous dites. Nous aurons plein de questions aussi à traiter concernant l'impact de l'IA sur les droits de l'homme, les questions relatives à la responsabilité des acteurs, la question relative à la participation des citoyens. Donc ce sont plein de domaines sur lesquels le CAI va travailler, mais je veux dire sur lesquels aussi beaucoup de collègues du Conseil de l'Europe en réalité ont été très actifs au cours de ces années. Et donc voilà, c'est sûr que la pierre que vous avez posée pour ce débat, c'est quelque chose qui va aussi nourrir nos réflexions prochainement et sur lequel nous comptons vraiment de nous engager. Il faut rappeler, le Conseil de l'Europe, et aussi auprès du CAI, il n'y a pas uniquement que des États membres, mais aussi des entrepreneurs privés. Donc, ça sera aussi des représentants de la société civile. Donc, ça sera intéressant vraiment d'avoir tous les points de vue sur ces questions. Alors, Yannick, il a deux casquettes, et donc là, j'ai le sentiment que c'est les travaux qu'on a présentés ou qu'on présente aujourd'hui du chercheur associé à l'IHEJ qui vont nourrir le travail du conseiller en politique numérique au Conseil de l'Europe, ce qui est très intéressant. Ouais, je vais être très modeste là-dessus, hein. C'est-à-dire que naturellement, le propos que je développe aujourd'hui est un propos que je veux ouvrir le débat. C'est-à-dire que je ne verrouille pas le débat. Je ne prétends pas que par mon livre, aujourd'hui, c'est ce qui doit être fait au Conseil de l'Europe. Je distingue tout à fait les deux usages, et ce sera au 47 États membres, naturellement, aux représentants, de définir l'instrument juridique. En revanche, ce que j'espère, c'est que les questions qui sont posées puissent en effet nourrir le débat, et pas, divaguer sur des choses, encore une fois, pas précises,
Je le disais, le secteur privé qui ne veut pas de réglementation, c'est faux. Des gens qui font de la régulation, qui veulent absolument, qui pensent qu'aux droits de l'homme et qui ne comprennent pas le reste du monde, c'est faux. Donc voilà, donc j'espère en tout cas contribuer à cela. Très bien. Je voulais juste ajouter deux, trois petites choses parce que on me fait signe dans l'oreillette qu'il me reste quelques courtes minutes. Il y a une idée de... Je pense qu'il faut remettre de l'humain. J'ai l'impression que c'est dans le livre. Hein. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que je l'ai eu un peu tardivement. Mais il faut savoir remettre la place de l'homme dans cette intelligence artificielle, dans ces algorithmes, dans ces machines. Et donc, il faut savoir former. Encore une fois, hein, désolé, c'est l'enseignant qui parle. Je suis enseignant en propriété intellectuelle, donc je vais terminer en vous parlant d'enseignement et de propriété intellectuelle. Mais il y a un propos qui est il y a quelque chose qui est dans le propos d'Yannick, c'est de former les data scientists. Je pense qu'il faut qu'ils sachent ce que c'est que l'éthique. Il y a quelque chose qui est très clair qui revient, c'est d'appeler de ses voeux quelque chose qui est plus fort que des règles éthiques, mais quelque chose de contraignant. Ça... voilà, pour la synthèse, ça devait être dit. Ensuite, je pense qu'il y a une question d'enseignement. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il n'y a pas que les data scientists qu'il faut former. Il faut aussi former les juristes. Il faut former des juristes presque comme des data scientists à la science. Enfin, il faut former des juristes à la science des données, si vous voulez. Et il n'y a pas que les juristes, d'ailleurs. Il faut former tout le monde à la science des données. Hein. Mais ici, on parle de droit, de réglementation. Donc, on va parler de nos petits juristes. Et moi, je pense à mes étudiants à l'Université de Strasbourg. Mais je pense que nos juristes, il faut... Et donc, nos décideurs de demain, ou nos avocats, ou nos magistrats de demain... il faut qu'ils sachent que c'est qu'une donnée. Oui, il faut qu'ils sachent que c'est qu'un algorithme. Il faut qu'ils aient vu un algorithme. C'est très important. Il faut voir que c'est du code. C'est pas très compliqué finalement. Hein. C'est complexe, mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Et puis, je voulais rebondir sur une petite remarque qui a été faite par rapport à la propriété intellectuelle et sur les algorithmes. Il n'y a pas que la propriété intellectuelle stricto sensu, mais il y a aussi pardon, je travaille beaucoup en anglais en ce moment, le trade secrets, les secrets d'affaires, désolé, mais je crois que j'ai le sentiment, mais c'est parce que moi je suis spécialiste en propriété intellectuelle, donc je vois ça par mon prisme, que la propriété intellectuelle c'est quelque chose d'absolument central et qui est extrêmement sous-estimé, et qu'on pourrait faire, et qu'on ne fait pas assez dessus, et que la question de la transparence, évidemment, elle passe par la propriété intellectuelle, mais il n'y a pas que ça. Et dire innover, moi, innover, c'est le brevet. Hein, l'innovation, c'est la propriété intellectuelle qui est là pour aider, pour accompagner l'innovation. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui est important, en tout cas pour moi, qui est important, mais je pense qu'il est, à mon sens, il est assez sous-estimé. Je voulais simplement dire que nous sommes très nombreux, il y a beaucoup de réactions, on n'a pas le temps de les prendre toutes, beaucoup de réactions, les internautes discutent entre eux, et je voulais juste, pour conclure, pour revenir au livre, si vous n'avez pas le temps de tout lire, il faut lire les 4 premières pages, c'est l'avant-propos qui s'appelle L'Enchantement, et c'est absolument merveilleux parce que c'est le petit garçon qui se promène à Colomiers, près de Toulouse, avec ses parents, et tout le fascine, en particulier, il y a je vais juste vous lire 3 phrases pour montrer l'écriture aussi. Parmi les moments les plus exaltants des promenades de cette époque, il y avait pour moi la rencontre avec les distributeurs automatiques de billets, flambant neufs. C'était les premiers matériels informatiques que je pouvais voir et toucher, ressentir même. Je ramassais compulsivement les reçus imprimés jetés au sol ou laissés à proximité, et je tentais d'imaginer le fonctionnement de cette machine fascinante, habile à communiquer en temps réel avec d'autres machines dans le monde entier. Et je trouve très beau que ce livre, quand même très, très technique aussi, très, très philosophique, très profond, commence par cette promenade d'enfance avec vos parents. Et je trouve que c'est un beau signe aussi. Merci. Alors, merci beaucoup François. Là, c'est une superbe conclusion qui est l'introduction de l'ouvrage. Alors, on a c'est une figure de style, j'ai oublié le nom, mais bref. Je veux simplement terminer en remerciant à nouveau la librairie Kléber, François Wolfermann, pour son dynamisme, son professionnalisme. On est bien tous à 1 mètre de distance et dans des conditions de sécurité
parfaite. On se sent juste un petit peu seul, mais on est très heureux, c'est intellectuellement, de se dire que vous êtes nombreux à nous écouter. J'espère pouvoir vous dire à bientôt dans des conditions réelles. Malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir remplir à nouveau cette salle blanche de la librairie Kléber comme on le fait. Ouais, en septembre, je pense que François, tu es très optimiste. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste que ça. Mais je pense qu'avant de mettre 70, 80, 100 personnes dans la salle blanche, on verra, vraiment je le souhaite, je n'y crois pas, mais je le souhaite. En tout cas, je trouve ça vraiment formidable le travail que François Wolfermann fait, parce que ça nous permet de nous retrouver, même à distance, et de continuer à faire vivre ces conversations à la librairie Kléber qui rythment quand même la vie culturelle de la ville de Strasbourg. J'en rajoute pas plus, François. Merci beaucoup. Merci. À tous pour votre présence. Merci. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.